Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite vous expliquer les grandes étapes de la respiration cellulaire chez les eucaryotes. La respiration cellulaire commence dans le cytoplasme par une étape appelée la glycolyse, ce qui en mots plus simples signifie casser le sucre. Et c'est exactement ce qui se passe. Pour commencer à casser le glucose, il faut d'abord investir de l'énergie sous forme d'adénosine triphosphate, notée ATP. Après une série de réactions, on obtient deux molécules de phosphoglycéraldéhyde qui comportent chacune 3 atomes de carbone. Donc le glucose, une molécule contenant 6 atomes de carbone, a été transformé en deux molécules qui n'en contiennent que 3. Ensuite, les molécules de PGAL subissent une oxydation, c'est-à-dire qu'elles perdent des électrons. Elles cèdent leurs électrons à une autre molécule, la NAD+. En captant des électrons et des ions H+, la NAD+, devient de la NADHH+, qui est parfois notée NADH2. Ce qu'il faut retenir sur la NADHH+, c'est que c'est une sorte de réservoir à électrons et à ions H+. Les molécules de PGL ne libèrent pas que des électrons, mais aussi de l'énergie sous forme d'ATP. À la fin de la glycolyse, on obtient deux molécules de pyruvate qui nous serviront pour la suite. Mais avant de continuer, remarquez que deux molécules d'ATP ont été investies pour récupérer 4 molécules d'ATP. On peut donc dire qu'il y a une production nette de 2 molécules d'ATP lors de la glycolyse. Le produit final de la glycolyse, le pyruvate, va entrer dans la matrice de la mitochondrie. Ce processus nécessite de l'énergie qui sera fournie sous forme d'ATP. Lors de ce processus, le pyruvate est oxydé et donne les électrons qu'il aura perdus à une molécule de NAD+, qui deviendra une molécule de NADHH+. En plus, le pyruvate perd un atome de carbone sous forme d'une molécule de dioxyde de carbone. Et pour finir, une molécule de coenzyme A va se lier avec ce qui reste du pyruvate pour former de l'acétylcoenzyme A que l'on notera acétyl-CoA. J'aimerais encore une fois insister sur le fait que le pyruvate est une molécule comportant 3 atomes de carbone et que l'acétyl-CoA n'en comporte que 2, le carbone manquant se trouvant dans la molécule de dioxyde de carbone. De plus, j'aimerais vous faire remarquer que je n'ai fait entrer qu'une seule molécule de pyruvate dans la mitochondrie pour simplifier l'écriture. Il faudra penser à multiplier tout ce qui se passe dans la mitochondrie par 2 lors du bilan final. L'acétyl-CoA va maintenant subir toute une série de réactions chimiques que l'on nomme cycle de Krebs. Parfois, on parle aussi de cycle d'acide citrique, car l'acétyl-CoA va se fixer sur une molécule d'acide citrique qui sera régénérée à la fin du cycle pour pouvoir accueillir à nouveau une molécule d'acétyl-CoA. Je ne vais pas vous expliquer toutes les réactions ayant lieu dans le cycle de Krebs, je vais simplement vous nommer les produits qui nous intéressent pour la respiration cellulaire. Le cycle de Krebs libère un peu d'énergie sous forme d'ATP, mais ce qui est plus intéressant dans le cycle de Krebs sont les nombreuses oxydations du substrat qui ont lieu. Il y a formation de 3 molécules de NADHH+, et d'une molécule de FADH2. Le FADH2 a le même rôle que la NADHH+, c'est-à-dire de stocker, en quelque sorte, des électrons et des ions H+. Au cours des réactions du cycle de Krebs, il y aura aussi restitution du coenzyme A, qui pourra à nouveau récupérer un groupement acétyl provenant d'un pyruvate qui entre dans la mitochondrie. Et c'est ici, dans le cycle de Krebs, que le découpage de la chaîne carbonée se termine. Il y a donc libération de 2 molécules de CO2. Rappelez-vous, l'acétyl-CoA comportait 2 atomes de carbone. Afin de comprendre la prochaine étape, il est essentiel que vous compreniez que la mitochondrie a une double membrane. Une membrane interne et une membrane externe, séparées par un espace intermembranaire. Beaucoup de réactions ont lieu autour de cette double membrane, je vais donc un peu agrandir l'espace intermembranaire. Sur la membrane interne se situe toute une série de protéines. Je vais commencer par vous expliquer le rôle de la protéine nommée le complexe 1. Vous aurez remarqué qu'au cours des réactions précédentes, on a formé beaucoup de réserves à électrons, la NADHH+, et la FADH2. C'est au niveau du complexe 1 que les molécules de NADHH+, peuvent se débarrasser de leurs électrons. Le complexe 1 gagne des électrons, il est réduit, la NADHH+, perd des électrons, elle est oxydée. Et il est important de noter que seules les molécules de NADHH+, peuvent donner leurs électrons au complexe 1. La FADH2 ne peut pas donner ses électrons au complexe 1. Juste un petit détail concernant le nombre de NADHH+ que j'ai compté, je n'avais pris qu'un pyruvate sur 2 qui entrait dans la mitochondrie, par conséquent, je ne prends qu'un NADHH+ sur 2 qui entre dans la mitochondrie, c'est ainsi que je compte 5 NADHH+ et non 6. Mais bon, peu importe, on en était au complexe 1 qui a reçu plein d'électrons. Chaque électron que le complexe 1 reçoit
va, par une réaction d'oxydoréduction, être pris par le coenzyme Q qui le donnera au complexe 3. Le cytochrome C va prendre l'électron du complexe 3 et le donner au complexe 4. Le complexe 4 reçoit donc tous les électrons à la fin. Mais avant de voir ce qui se passera avec les électrons du complexe 4, demandons-nous pourquoi est-ce que les électrons vont se promener sur la membrane interne de la mitochondrie. Au fait, à chaque fois qu'un électron traverse le complexe 1, 3 ou 4, un ion H+ est pompé à travers le complexe vers l'espace intermembranaire afin d'établir un gradient de concentration en ion H+, qui nous servira pour la suite. Mais avant cela, voyons un peu ce qui se passe avec la molécule de FADH2. Elle va aussi pouvoir se débarrasser de ses électrons, mais elle va les donner au complexe 2. Ensuite, les électrons de la FADH2 suivront presque le même chemin que ceux de la NADHH+, mais ils ne passeront que par deux complexes capables de pomper des ions H+, car le complexe 2 n'est pas capable de pomper des ions H+, à travers la membrane. Chaque électron ne fait donc passer que deux ions H+, dans l'espace intermembranaire, un au niveau du complexe 3 et un autre au niveau du complexe 4. En fin de compte, le complexe 4 se retrouve avec 12 électrons. Il doit donc se débarrasser d'une manière ou d'une autre de ces électrons, et il les utilise pour réduire du dioxygène, ce qui va former de l'eau. Revenons à tous ces ions H+, qui ont été pompés dans l'espace intermembranaire. Chaque ion veut suivre son gradient de concentration, c'est-à-dire aller de l'endroit où il est le plus concentré à l'endroit où il est le moins. On appelle ce phénomène la chimiosmose. Dans ce cas-ci, tous les ions H+ de l'espace intermembranaire veulent à tout prix retourner dans la matrice de la mitochondrie. Mais pour ce faire, ils doivent passer à travers une molécule, l'ATP synthase. En passant à travers l'ATP synthase, les ions H+ vont donner l'énergie nécessaire pour associer un phosphate inorganique à une molécule d'ATP, c'est-à-dire pour synthétiser l'ATP. Maintenant, il est temps de dresser un bilan. Commençons par regarder ce qui se passe dans le cytoplasme. Au cours de la glycolyse, le glucose a été transformé en deux molécules de pyruvate tout en libérant de l'énergie sous forme de deux molécules d'ATP. Pour faire entrer les molécules de pyruvate dans la mitochondrie, on perd deux molécules d'ATP. Maintenant, passons à ce qui se passe dans la mitochondrie. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le nombre de molécules d'ATP formées. Il y a les 17 de l'ATP synthase et une du cycle de Krebs, ce qui nous fait 18 molécules d'ATP. En tout, 3 molécules de dioxyde de carbone ont été libérées. Je vous rappelle qu'elles viennent de la chaîne carbonée qui a été découpée, c'est-à-dire du pyruvate. À ce bilan s'ajoutent les molécules de dioxygène réduites par le complexe 4. Vous pouvez remarquer que j'ai enlevé les ions H+ du bilan. Cela est lié au fait que j'ai aussi enlevé la NADHH+, et la FADH2 du bilan. Au fait, si on veut être plus précis, la NADHH+, et la FADH2 ne libèrent pas que des électrons, mais aussi des ions H+. Je considère que ces ions H+, vont être utilisés pour former de l'eau, pour alléger le bilan. Maintenant, on va tout additionner pour obtenir le bilan général de ce qui se passe dans la mitochondrie. N'oublions pas de multiplier ce qui se passe dans la mitochondrie par 2, car on a bien deux molécules de pyruvate qui entrent dans la mitochondrie. Vous remarquerez que je n'ai pas multiplié le nombre de molécules d'eau et de dioxygène par 2. J'ai fait cela pour prendre en compte les pertes d'eau lors de la glycolyse et du cycle de Krebs. Maintenant, faisons un bilan général. Les molécules de pyruvate sont des produits intermédiaires, ils se simplifient. Les molécules d'ATP produites lors de la glycolyse se simplifient avec celles qui ont été utilisées pour faire entrer du pyruvate dans la mitochondrie. Et on arrive à l'équation très simplifiée de la respiration cellulaire. Une molécule de glucose, plus 36 ADP, plus 36 phosphate inorganique, plus 6 molécules de dioxygène, forme 6 molécules de dioxyde de carbone, plus 36 molécules d'ATP, plus 6 molécules d'eau. Voilà, c'était ma vidéo sur la respiration cellulaire. J'espère que mes petits arrangements avec les équations pour avoir un bilan plus ou moins correct ne vous ont pas trop perturbé. Si vous avez encore des questions, je vous invite à commenter la vidéo et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.